Alors, bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Florian. Donc, moi, j'ai été étudiant dans la fin des années 90. À cette époque-là, le handicap, on n'en parlait pas. L'autisme, encore moins. Moi, j'ai raté mes études. Mais bon, ça, c'est une chose. C'est un fait. C'est comme ça. Mais par contre, à la fin des années 90, sur l'université de Rouen-Normandie, il y a une personne qui s'appelait Jean-Jacques Malandin, qui a commencé à... Je peux penser à mettre le diapo. Ça sera mieux avec. Voilà. Qui a commencé justement à se poser la question du handicap. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit le handicap? Et là, elle a créé des services au niveau de l'université pour qu'on puisse accompagner les jeunes en situation de handicap, mettre en place des aménagements pour eux, d'études et d'examens. Et à côté de ça, ce qu'il n'était pas capable de faire avec l'université, il s'est dit on va créer une association qui s'appelle Handisup et qui va accompagner tous ces jeunes-là, qui va faire en sorte qu'ils puissent être intégrés, aller vers une inclusion justement. Donc, en 98, on a créé Handisup. On a commencé à accompagner des premiers jeunes en situation de handicap. En DISUP, on accompagne toutes les formes de handicap. Donc là, vous pouvez voir sur le graphique en haut à gauche, c'est la part de chaque forme de handicap dans l'association. Donc c'est vraiment toutes les formes de handicap. Mais surtout, une chose qu'on voit qui est surprenante, c'est l'autisme. C'est 44% des accompagnements. Donc il faut savoir qu'à l'origine, sur l'autisme, à l'association, on a commencé à avoir nos premiers jeunes en 2011. Ils étaient 8. Nous, on était habitués à accompagner des jeunes en situation de handicap, ça ne posait aucun souci. Mais sur l'autisme, en fait, on était face à un mur. Ce qu'on mettait en place d'habitude, ça ne marchait absolument pas. On ne trouvait pas de solution. On n'arrivait pas à comprendre. On ne savait pas faire. Et on était obligé de faire face à ce constat. Donc on a recruté une personne, Simon Beck, à cette époque-là, qui s'est déplacé, qui est allé voir ce qui se passait en Suisse, ce qui se passait en Belgique, au Canada, où il y avait pas mal de structures, il y a pas mal de petites choses qui étaient faites, qui étaient très en avance sur ce qu'on faisait nous en France. Et de là, il a découvert ce qu'était le job coaching, l'accompagnement de la personne en situation de handicap avec autisme. Et pour le coup, il a commencé à accompagner les jeunes d'une façon un petit peu différente. L'idée est très simple, c'est déjà commencer par comprendre ce que c'est que l'autisme. Ça commence par là. Et surtout, qu'est-ce que c'est que l'autisme pour chacun de ces jeunes? Parce que si on était tout à fait capable d'accompagner des jeunes en situation de handicap, par exemple moteur, quelle que soit leur forme de handicap moteur, on arrivait à s'adapter assez facilement. Sur l'autisme, s'adapter, c'était autre chose en fait. Et de là, il a commencé à accompagner des jeunes. Et puis, le nombre de jeunes avec autisme a cru. Il n'a pas cessé de croître. On a forcément eu besoin de plus de personnel. Et là, actuellement, on est 8 salariés dans l'association, 4,5 à accompagner des jeunes en situation de handicap. Mais du coup, 4,5 formés sur l'autisme et capables d'accompagner des jeunes avec autisme. Donc là, vous voyez qu'il y a une croissance qui est complètement fulgurante. Il n'y a pas photo. Mais il y a plein de raisons à ça. Tout simplement, les effets de la loi de 2005 qui font qu'on intègre de plus en plus de jeunes en situation de handicap et que petit à petit, ça ruisselle jusqu'au supérieur. Donc ça, c'est très bien. Puis à côté de ça, on a nous aussi un petit peu notre part à jouer là-dedans, puisque chaque année, on voit à peu près 200 nouveaux jeunes qu'on accompagne. Et sur les 200, il y en a certains qui présentent des particularités qui n'ont jamais été détectées avant et qui se trouvent être liées à l'autisme. Ce qui fait que, tout simplement, on a un rôle de repérage aussi, directement avec tous ces jeunes-là. Et on envoie des dossiers pour le centre autisme. On envoie 30, 40 tous les ans. Puis ça fait mouche. Ça fait 30, 40 jeunes par année en plus qui étaient arrivés avec une forme de handicap qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. Et qui ensuite découvrent qu'ils sont autistes. Donc ça demande, ça se fait pas comme ça. Si bien sûr c'est pas en 2 secondes, on va parler d'autisme au premier rendez-vous. Mais on prend tout le temps dont il y a besoin avec le jeune. Des fois ça va se faire dans les premiers mois. Des fois ça va se faire au bout d'un an, 2 ans. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de bon timing. Le seul bon timing, de toute façon, c'est celui du jeune, en fait. C'est tout ce qui compte. Et à partir de là, justement, on peut accompagner le jeune dans sa globalité, comme il faut. On peut le comprendre vraiment tel qu'il est. On peut faire en sorte que tout avance bien pour lui de mieux en mieux. Et là, je vous décris un petit peu toutes les missions qu'on peut avoir dans l'association. Voilà. Et en fait, on va commencer à travailler à partir du lycée. Donc, on rejoint justement le travail que vous faisiez aussi, Mme Taouk. Et à partir du lycée, en fait, pour une raison très simple, c'est travailler sur l'orientation. Il faut bien se dire que ces jeunes-là, en fait, une des principales difficultés à ce niveau-là, c'est de se projeter. Faire des études, quand on aime les maths, faire des maths, c'est bien. Mais à la fin des études, il y a un métier à avoir. Et ça, c'est pas si simple de savoir quel métier on pourra faire, comment se projeter. Donc nous, on fait un vrai travail sur l'orientation avec les jeunes. On va travailler avec eux sur la longueur, souvent à partir de la première ou de la terminale. Et l'idée, c'est simple, c'est vraiment de permettre aux jeunes de se projeter. On veut ces différents outils d'orientation. Alors des questionnaires à rallonge avec des centaines de questions, c'est intéressant, mais ça demande de comprendre les questions avec dans tous les sens qu'elles peuvent avoir.
Ça demande des fois de faire preuve de se projeter justement, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours pertinent. Alors on utilise par exemple nous l'Explorama. C'est un outil très simple avec des images, enfin des photos de situations professionnelles. Et à partir de là, on fait parler le jeune et tout avance. Donc c'est très utile. Et on travaille justement toute cette orientation-là pour être sûr que le jeune aille vers les bonnes études, vers ce qui lui plaît, vers ce qui lui convient. Mais aussi, on a un autre facteur qui est important à prendre en compte, c'est la mobilité. Un jeune, quand il est dans ses études, quand il habite chez papa-maman, c'est très bien. Qui peut faire un BTS dans le lycée dans lequel il était, c'est parfait, parce que justement, il reste sur place, ça l'arrange bien. Mais peut-être qu'il aurait pu faire un BUT d'un niveau un petit peu supérieur, qui lui aurait mieux convenu, à l'université, à 100 km de là. Et le cap à franchir est dur, il n'est pas simple, mais s'il n'y a personne pour lui poser la question, pour en échanger, pour lui montrer les perspectives, pour lui montrer que c'est possible aussi, ben en fait, il ne le fera pas. Donc nous, on a ce travail-là justement avec le jeune sur l'orientation qui est très important, c'est aussi de savoir le faire bouger. On a plein de bénévoles, de jeunes qu'on accompagne qui sont tout à fait prêts à leur expliquer leur parcours, donc pour qu'ils puissent mieux visualiser, pour voir que, ben en fait, ils ont peut-être 17 ans ou 18 ans, ils sont en terminale, mais qu'il y a d'autres jeunes comme eux qui, eux, sont déjà en troisième année à la fac ou qui ont déjà réussi leurs études. On va leur faire visiter les campus, on leur fait visiter les chambres d'étudiants, enfin, on fait tout ce qu'il faut pour les rassurer. On va aussi travailler sur l'administratif, parce que l'administratif, c'est lourd, c'est compliqué. Ça a l'avantage qu'on peut obtenir des choses grâce à ça, mais c'est toujours très complexe et Parcoursup, ça en fait partie. C'est une machine atroce pour tout le monde. Alors pour des personnes avec des situations de handicap, ça l'est encore plus. Quand on arrive dessus, on ne sait même pas où est-ce qu'on en parlera, de quelle façon, comment ça serait pris en compte. Mes collègues, ils connaissent ça sur les bouts des doigts, il n'y a aucun souci. Ils savent exactement vers quel diplôme orienter, vers quelle structure, quel endroit. Moi, je vais vous donner l'exemple de Ludovic. Ludovic, en fait, c'est un jeune du coup avec un autisme modéré, avec beaucoup de stéréotypies, avec très peu de communication, avec énormément de difficultés. Ludovic, il allait avoir besoin d'une AESH, ça c'est certain, et avoir besoin aussi d'aller vers un BTS dans un établissement qui soit capable de l'écouter, qui soit capable de le prendre en compte et de l'accepter comme il est, et que ça pose pas de soucis surtout. Donc dans les vœux, en fait, on a mis en premier vœu un lycée qu'on connaissait bien, pour lequel on savait que ça se passerait forcément bien. Et du coup, le vœu a été validé. Donc il est entré, il est tout heureux là-bas, ça se passe très bien. Donc c'est parfait en fait. Mais pour ça, il fallait certaines connaissances sur le sujet, que mes collègues ont, mais que tout le monde n'a pas forcément. Et quand on est parent, on ne les a pas, ces connaissances-là. Ça manque complètement. Donc ensuite, on a aussi le dossier MDPH, qui est une chose très très importante, très complexe. Des fois, nous, dans les études, on a des jeunes qui n'ont jamais fait de dossier. Et mine de rien, une petite chose toute simple, c'est la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. C'est une petite chose, quand on est en terminale, on n'imagine pas à ce instant que ça puisse être utile un jour pour nous, puisqu'on va faire des études qui vont peut-être durer 3 ou 5 ans. Mais en fait, quand on arrive en BTS, Ludovic, il arrivait en BTS en première année, il avait un stage à faire en fin d'année. Donc, la RQTH, ça a l'avantage, c'est que ça permet de faire partie des fameux 6% de personnes en situation de handicap. Hop là, ça a avancé tout seul. Ça permet justement d'être reconnu en situation de handicap et de bénéficier d'aménagement assez facilement. Une chose qui fait toujours peur, c'est qu'on a l'impression que ça catalogue, qu'on sera reconnu partout comme étant RQTH, alors que ce n'est pas du tout le cas. On ne le montre qu'à ceux qu'on veut. On n'en parle que quand on en a besoin. On n'a pas besoin autrement. Donc du coup, on a fait ce qu'il fallait pour que Ludovic ait justement tous ces aménagements, pour qu'il ait une AESH, pour qu'il puisse continuer d'en bénéficier, puisqu'on avait eu besoin de tout le collège avant et tout le lycée. On a fait en sorte qu'il puisse accéder à son lieu d'études, parce que pour lui, c'est la première fois qu'il prenait le train. Donc c'est des choses qui paraissent toutes simples en fait pour nous, on ne se pose pas trop de questions. Mais lui, prendre un billet de train, prendre un abonnement, prendre le train, arriver de l'arrêt du train jusqu'à son lycée, c'est compliqué. Donc on a travaillé tout ça en fait avec lui complètement, du début à la fin. On a pris tout le temps qu'il fallait, et du coup, il va au lycée sans aucun problème. Il va à son BTS sans aucun problème, tout se passe très bien. Mais du coup, il a fallu vraiment préparer toute cette transition en amont pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien ensuite. Et du coup, ensuite, justement, c'est les études supérieures. Les études supérieures, c'est compliqué. Parce que si au lycée, en fait, tout est directif, on sait ce qu'on a à faire comme devoir, on sait ce qu'on attend de vous. Quand on est dans le supérieur, c'est complètement autrement. Il faut savoir faire des devoirs tout seul, il faut savoir s'entraîner, il faut savoir aller plus loin que ce que le professeur nous a dit, il faut savoir s'adapter au timing, il
Il faut savoir s'adapter aussi à un amphithéâtre où vous avez 500 élèves qui font du bruit. Toutes ces choses-là qui sont très, très, très compliquées. Et du coup, on travaille sur tout ça avec le jeune. On essaie de faire en sorte qu'il s'adapte, qu'il soit rassuré. On a toujours besoin de faire preuve de bienveillance avec lui, de le calmer, de l'apaiser. Quand il vient à l'association, on a une salle en fait qui est une salle de répit. C'est-à-dire quand il a besoin, il vient. Tout simplement, il ne se pose pas de questions. Et il peut se poser, se reposer, travailler un petit peu, se calmer, prendre un café, boire un thé, faire en sorte que ça se passe bien pour lui justement. Que tout soit simple. Et à partir de là, c'est simple justement. Ça se passe bien. Et des jeunes qui, en apparence, pourraient être en énorme difficulté quand ils arrivent dans les études, en fait, vont vivre une scolarité tout à fait normale, comme tous les autres en fait, comme ça devrait être. Mais parce que justement, il y a quelques petits trucs qui arrivent et qui sont mis en place. En fait, souvent, ce qu'on observe le plus souvent pour un jeune en situation qui est autiste, c'est que il y a des petits grains de sable en fait qui vont se glisser et des petits grains de sable qui vont devenir tout de suite des montagnes pour lui. Alors que pour nous, en fait, c'est pas grand-chose. Et le fait d'avoir un référent, d'avoir une personne vers qui aller dès qu'il y a un petit grain de sable qui se présente, ça leur permet tout de suite de pouvoir s'apaiser, de pouvoir se calmer. Déjà d'être rassuré dès le départ parce qu'il va se dire, moi je sais que je peux aller voir telle personne, il va pouvoir m'aider et il va m'accompagner. Et ensuite, on balaye le grain de sable en 2 secondes, c'est fait, tout est ok, tout va bien. Mais mine de rien, s'il n'y a pas cette étape-là, en fait, le jeune, il va commencer à être de moins en moins bien. Moi, j'ai l'exemple de Théophanie. Théophanie, quand on ne la connaissait pas 1 an avant, elle avait fait une première année de master de lettres. Ben, en fait, elle est arrivée, nouveau campus, complètement perdue. Le bruit, elle avait beaucoup de mal. Elle n'arrivait pas à se faire d'amis. Au bout de 3 mois, en fait, elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Elle a arrêté ses études. Elle est revenue. Là, elle est arrivée sur notre campus. On l'a rencontrée. On a pris le temps, justement, avec elle, de lui présenter, justement, sa future classe, d'aller rencontrer les enseignants en amont, de rencontrer aussi le secrétariat en amont, parce qu'il faut réussir à faire un lien avec eux aussi, parce que, mine de rien, ce sera le premier échelon de personnes qu'ils vont rencontrer tout le temps. On a pris le temps de sensibiliser aussi la classe. Donc tous les élèves de la promotion en fait ont été sensibilisés à l'autisme et surtout à l'autisme chez Théophanie pour savoir comment elle le vit, comment elle le ressent et comment faire en sorte que ça se passe bien. Et du coup, elle s'est fait une très bonne amie, Shona. Elles n'ont pas arrêté de rigoler toute l'année ensemble. Et là où elle est arrivée, elle était dans un stress fou à faire des effondrements en fait quasi quotidiens. Au bout d'un mois, en fait, ça roulait. Puis elle a continué son master tranquillement. Puis là, elle va entrer en 2e année de master sans aucun souci avec des très bonnes notes. C'est ce qui aurait dû se passer dès le départ, en fait. Mais si on n'avait pas balayé ces petits grains de sable au début, on n'y serait pas arrivé. Voilà. Puis mine de rien, les aménagements aussi, c'est des choses qu'on a du mal à imaginer. Comme vous le disiez tout à l'heure, justement, le jeune avec autisme, il n'ose pas dire, il a peur d'aborder, il a peur d'échanger, il a peur de parler de ses problèmes, de ses difficultés. Nous, on a une chance, en fait, une particularité, c'est qu'on n'est pas médico-social. On n'est pas des représentants de l'université, on est juste une association. Et tout d'un coup, en fait, le jeune a l'impression de parler à une personne comme tout le monde. Donc, c'est un fait, mais tout d'un coup, la parole, elle s'ouvre très facilement. Et les jeunes nous parlent vraiment de tous leurs soucis, toutes leurs difficultés, même les plus profondes, qu'ils n'auraient pas osé dire à d'autres personnes. Les jeunes, en fait, on les connaît complètement, on connaît tous leurs intérêts spécifiques, on connaît le nom de leurs animaux de compagnie, on connaît le nom de leurs parents, on sait comment ça se passe. On échange de tout. Ça leur arrive de nous parler sexualité aussi. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Mais ça fait que le jeune, tout d'un coup, il se retrouve et il se sent écouté, en fait. Il se sent bien, il se trouve une famille, il a des personnes avec lesquelles il peut ne pas hésiter à parler de tous les sujets très facilement. Et tout d'un coup, tout se passe mieux. Ah, si tu cliques sur quelque chose, voilà, on y revient. Voilà. Et à côté de ça, il y a une autre chose aussi à imaginer, c'est que, en effet, on a souvent l'image du jeune avec autisme qui ne pourra pas forcément réussir des études longues. Ça, on l'a entendu partout. Nous, on a entendu il n'y a encore pas si longtemps qu'un jeune avec autisme n'était pas capable d'aller en master de psychologie parce qu'il n'aura pas de théorie de l'esprit. Donc, c'est impossible. Nous, on a plein de jeunes qui en sont parfaitement capables. La question ne se pose pas. On a entendu qu'un jeune autiste en STAPS, c'est pas possible. Nous, on a un champion de triathlète, ça pose pas de souci. Mais les préjugés, en fait, on est toujours en train d'y faire face. On est toujours en train de les affronter. On entend des sensibilisations qui sont faites dans des établissements qui sont absolument atroces, qui partent sur des préjugés dans tous les sens, et des personnes en face qui vont être heureuses d'être sensibilisées, mais heureuses parce qu'en fait, elles partent de zéro, et elles ont l'impression que tout est bien dans ce qu'on leur dit.
Et c'est ce qui est l'opposé justement de toutes les sensibilisations que vous proposiez justement avec le CRA, où tout d'un coup on met l'humain au cœur de tout. Et ça l'essentiel en fait. C'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes avec autisme, mais c'est avant tout des personnes. Et si on ne prend pas la personne dans sa globalité, en fait, on ne peut pas s'en sortir du tout. Donc là, on accompagne ces jeunes-là. Hop là, ça va trop vite. On accompagne ces jeunes-là justement jusqu'au doctorat. Et je vais vous donner un petit exemple, Sébastien. Sébastien était brillant. Il a fait une licence avec des notes plus de 18. Il a fait son master, il avait plus de 18 aussi. Génial. Donc, doctorat, c'était la voie toute tracée. Il en rêvait. Et en fait, il n'y avait rien. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, l'université dans laquelle il était, il l'a fait candidater pour des contrats doctoraux handicap. Il faut savoir qu'en France, on a une chance, c'est très bien, c'est qu'on a des contrats doctoraux handicap. En fait, c'est des bourses doctorales qui sont faites pour les étudiants en situation de handicap uniquement. Mais ça permet à des jeunes qui n'auraient pas eu des notes suffisantes pour entrer en doctorat d'y entrer parce que les notes justement étaient moins bonnes du fait du handicap. Donc il y a une vraie cohérence là-dedans. Donc Sébastien, son profil a été proposé et l'État a dit non. Hors de question de financer quelqu'un qui aurait dû entrer par la voie normale, ce qui est très bien. Mais du coup, on a fait le forcing auprès de l'université en question. Hop là, je dois appuyer sur ce qu'il ne faut pas, c'est pas grave. On a fait le forcing justement auprès de l'université pour faire en sorte que Sébastien ait un contrat normal, comme tous les autres, puisqu'il le méritait, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, ça tombe bien, puisqu'il y a 2 mois, on était présent justement à la présentation de Sébastien, à la fin de son doctorat, qu'il a réussi brillamment, avec des résultats énormes, et c'est parfait. C'est ce qu'il faut, et c'est ce qui devrait se passer tout le temps, en fait, de façon très simple. Et à côté de ça, les études, c'est plein d'autres petites choses. Des petites choses toutes simples, enfin en apparence, c'est les stages. Il faut savoir que trouver un stage, c'est compliqué pour tous les jeunes. Quand on est en situation de handicap, ça l'est encore plus. Quand on est autiste, on rajoute encore un échelon, forcément. Nous, on l'observe partout. Des entreprises qui nous disent on est prêt à recevoir du handicap, mais l'autisme, ça, on ne sait pas faire. Ça, on l'a entendu. Et pourtant, ce n'est pas un problème normalement. Ça ne devrait pas en être un. Nous, dans l'association, on a à peu près 35-40 partenaires qui reçoivent des jeunes tous en situation de handicap, quel que soit le handicap. Ces entreprises, on va dire des exemples Total, Thales, la région, enfin c'est que des grosses entreprises et ça pose pas de problème le handicap justement. Mais ça pose pas de problème parce qu'on fait ce qu'il faut en amont. Déjà le jeune, on va le préparer, on va le faire travailler son CV, on va le faire travailler sa présentation pour qu'il puisse passer un entretien d'embauche comme il se doit. On va ensuite contacter les entreprises derrière parce qu'en effet l'entretien d'embauche c'est pas toujours facile quand on est autiste. Et justement, on explique vraiment toutes les compétences du jeune, toutes ses qualités à l'entreprise, tous les aménagements dont il y a besoin. Et là, l'entreprise prend une décision en son âme et conscience, mais avec les bons facteurs, pas avec les mauvais. Et c'est là justement qu'on continue le travail avec le jeune. On va lui présenter l'entreprise en amont. Donc il va visiter, il va rencontrer ses futurs collègues, son futur lieu de travail. Il va tout visualiser. Et ensuite, on va sensibiliser ses collègues, une sensibilisation à l'autisme. Donc en fait, c'est comme un petit cours sur l'autisme, mais surtout une grosse partie pour expliquer l'autisme de ce jeune-là. Comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Sachant que bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est en accord avec le jeune. Il sait tout du diapo, il sait tous les mots qu'on va dire. Il est valide à 100%, et ça se passe très bien comme ça. Et ensuite, on est présent tout le long du contrat, tout le long du stage, tout le long de l'alternance, pour que dès qu'il y a un petit grain de sable, l'entreprise nous contacte. Dès qu'il y a un grain de sable, le jeune nous contacte aussi, et qu'on le balaye aussitôt, et que tout continue très bien. Et ça marche très très bien comme ça, justement. Et on a un petit guide, le guide Simon, qu'on a édité, qui en fait, présente des situations de handicap liées à l'autisme pour des jeunes, en fait. Et l'idée, c'est très simple, c'est que l'entreprise puisse visualiser ce que c'est que l'autisme dans le monde du travail. Ça rassure, tout simplement, parce que ça, c'est l'objectif principal. Mais ça rassure aussi les familles de voir leur enfant, tout simplement, leur enfant, il a peut-être 10 ans, 12 ans, et tout d'un coup, on voit qu'on peut aller jusqu'au monde du travail, il n'y a pas de raison. Donc, en effet, il n'y a pas de raison, et ça peut très bien se faire. Et on met en place des petits trucs à côté en plus. On met des journées de découverte des métiers. L'idée, elle est très simple. Le jeune, pendant 1 ou 2 jours, il va tout simplement aller dans l'entreprise, découvrir le métier qui lui semblait intéressant pour le visualiser pour de bon. Et là, souvent, c'est très, très motivant. C'est très, très boostant. On met ça en place avec plein d'entreprises. Ça marche très, très bien. On fait aussi en place des jobs d'été. On a 30 jobs d'été chaque année qui sont pris. Toujours dans des grosses entreprises. C'est pas un souci. Mais un job d'été, l'avantage, c'est que les responsabilités, elles sont complètement moindres. On va faire de l'archivage, on va faire de l'accueil, des petites choses assez simples, simples entre parenthèses bien sûr, mais ça permet d'être un premier pas dans l'entreprise en fait. Et ça, c'est super important pour tous ces petits jeunes.
Parce que eux qui sont en train de faire les études et ne se visualisent pas du tout dans le monde du travail ensuite, là, tout d'un coup, ils commencent à voir ce que c'est. Ils commencent à comprendre, ils commencent à se projeter aussi, et ça change tout, en fait. Ça les aide vraiment. À côté de ça, il y a d'autres sujets qu'on voit très peu souvent. L'international. L'international, quand on est en situation de handicap, souvent on met une croix dessus. Nous, c'est pas un souci, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais donner l'exemple de Théodore. Théodore, du coup, brillant élève, 3 années d'avance. Ça, c'est génial. Son rêve, c'est de partir au Canada. Et là, son Erasmus est validé. En effet, avec les notes qu'il a, c'est parfait. Mais Théodore, qui est complètement tétanisé à l'idée de partir à l'étranger, ses parents, pareil, hein, la question, elle ne se pose pas. Mais en fait, on l'a aidé, tout simplement, et c'était faisable. On est parti pendant 4 jours avec lui et son papa, tout simplement. On est parti au niveau de son université. Il a pu rencontrer Service Handicap International, les professeurs. On lui a fait visiter son logement, le futur logement qu'il allait avoir. On l'a fait visiter le lieu de ses courses, le lieu de son futur médecin traitant. Enfin, on a fait en sorte qu'il puisse visiter tout, qu'il puisse découvrir tout en avance. Parce qu'on sait très bien que dans le cadre de l'autisme, visualiser les choses avant, c'est essentiel. Tous les contacts étaient faits en juin. Et du coup, quand il est rentré septembre, il est arrivé tout tranquillement. Et tout s'est merveilleusement passé. Major de promo toute l'année, tranquille. Mais comme ça aurait dû être, tout simplement. Ça demandait juste une petite adaptation au départ, qu'on a mise en place. Et à partir de là, ça s'est très bien passé. Puis à côté de ça, une vie étudiante, c'est toujours relié aussi à une vie sociale. C'est bien. Parce qu'en effet, une personne avec autisme, c'est pas une personne qui n'a pas d'empathie, c'est pas une personne qui n'a pas de sympathie, c'est pas une personne qui n'a pas envie d'avoir d'amis. C'est en effet une personne qui peut avoir des amis, qui peut être heureux d'en avoir, mais quand on change de monde complètement, qu'on découvre de nouvelles personnes, c'est très dur. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des petits ateliers. Donc toutes les semaines, il y en a un de danse, il y en a un de jeu de société, il y en a un de théâtre improvisé, et les jeunes, en fait, ils viennent pour profiter, pour s'amuser. Quand ils entrent dans la pièce, en fait, ils ne se posent plus la question du handicap. Il y en a les 3/4 qui sont autistes, en effet, mais ils ne parlent pas de handicap. Ils sont là pour profiter, pour s'amuser, pour se faire des amis, justement, pour faire des connaissances. Et à la fin de l'année, sur certains ateliers, il y a un spectacle. Hier soir, il y avait un spectacle, justement, de théâtre et un de danse. On voyait les jeunes rayonner. Ils ont fait rire toute l'assemblée. Il y avait 60 personnes qui étaient là pour les voir. Donc, on va dire près de la moitié de la salle ici. Et 60 personnes qui riaient à l'unisson. Moi, je me rappelle de Maxent hier soir qui est arrivé à l'association il y a 1 an sans trop parler, extrêmement timide. Mais hier soir, en fait, il était en train de danser devant tout le monde, de rigoler, d'être extrêmement fier de ce qu'il faisait, de se mettre en avant. Il faut bien se dire une chose, c'est que plus tard, quand il va arriver au niveau du monde de l'entreprise, qu'il aura besoin d'échanger avec des collègues, qu'il aura besoin d'être recruté, il faudra qu'il se mette en avant. Là, justement, il est en train de travailler tout ça grâce à ça. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir ces petites activités à côté en plus pour justement avoir une vie sociale pour ces étudiants et futures personnes qui vont vivre justement dans la vie sociale. Et puis enfin, on travaille avec les jeunes pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement jusqu'à l'emploi. Donc l'idée est très simple. Déjà, il y a la mise en relation avec dispositif emploi accompagné, Cap emploi, enfin tout ce qui se fait, ça c'est une chose. Mais nous, c'est pas parce que le jeune il finit ses études qu'on arrête l'accompagnement. On va d'abord l'accompagner tranquillement, on va le mettre en relation avec tous les employeurs qui correspondraient. On met en place des forums aussi. Donc des forums, ça va être, imaginez une centaine de jeunes en situation de handicap. On en a 2/3 qui sont autistes. Vous avez 40 entreprises qui sont là pour recruter uniquement des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, pour faire en sorte que tout le monde ait sa chance, on a des bénévoles qui sont là, qui en ont au moins une 50aine à chaque fois, qui vont accompagner les jeunes, qui vont les rassurer, faire preuve de bienveillance, prendre des notes quand il y a besoin, aider à reformuler si besoin, aider sur les questions ouvertes, enfin plein de petites choses pour faire en sorte que ça se passe très bien. Et du coup, les jeunes ont des vrais entretiens avec des vraies entreprises, et on les mène ensuite jusqu'à l'emploi comme ça. Donc, moi, si j'avais juste une chose à partager qui est extrêmement importante dans l'accompagnement des étudiants qu'on fait, c'est vraiment une chose très simple. C'est au-delà de la bienveillance, c'est penser qu'on a affaire à des personnes avant tout. En effet, elles sont autistes. Moi, je suis autiste, mais je suis rouge, j'ai des lunettes, plein de choses. Et c'est quand on comprend l'ensemble de toutes ces choses-là, en fait, pour la personne, qu'on arrive à l'accompagner de la bonne façon. Voilà. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.